Alors, bonjour à tous. Mon nom est Alain Bourque. Je suis le directeur général d'Ouranos. Je vous remercie pour votre participation au séminaire du mercredi d'Ouranos. Donc, on est vraiment heureux aujourd'hui de recevoir Philippe Gachon pour venir nous présenter sur le risque. Je vous reviens à l'instant sur qu'est-ce que le risque. Donc, Philippe a un doctorat de l'UQAM en sciences de l'environnement qui a été obtenu en 1999 et qui a fait par la suite un postdoctorat à l'Institut Maurice-Lamontagne de pêche et océan Canada à Rimouski. De 2003 à 2014, il a été chercheur scientifique en Environnement Canada au sein de la division de recherche sur les impacts et l'adaptation et aussi au Centre canadien de modélisation et de l'analyse du climat d'Environnement Canada, toujours. Depuis décembre 2014, il est professeur-chercheur d'hydroclimatologie à l'UQAM. De 2017 à 2019, il a été titulaire de la chaire stratégique de recherche sur les risques hydrométéorologiques liés au changement climatique. Et depuis juin 2019, il est le directeur du centre ESCAR, le Centre sur l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale. Philippe dirige aussi, puis on va en entendre particulièrement parler aujourd'hui, il dirige avec ses collègues de l'Université McGill, de l'UQAC et de l'INRS le réseau inondation intersectorielle du Québec, donc le risque avec deux I, c'est un réseau qui regroupe 16 universités et plus de 120 chercheurs à travers le Québec. Et c'est donc du risque qu'il va nous entretenir aujourd'hui. Alors, Philippe, je te laisse la parole et je te laisse aussi partager ton écran. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation, merci Alain pour ta présentation. Est-ce que tout le monde voit bien la même chose que moi? Oui, donc on voit ta slide de titre. Parfait. Alors, je vais juste déplacer. Donc, j'espère que tout le monde va bien en cette période un petit peu évidemment inusitée. C'est le printemps, on n'a pas beaucoup d'inondations cette année. Et on a même un début d'année qui est particulièrement sec avec des problématiques éventuellement de feux de forêt qui commencent avec la sécheresse qu'on a. Donc, bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter un petit peu le réseau risque, certaines choses qui viennent évidemment d'abord son origine. Pourquoi on a créé, pourquoi les FRQ d'ailleurs, on fait un appel à proposition, donc j'en parlerai un petit peu. Pourquoi aussi un réseau intersectoriel sur la gestion des risques? Ensuite, je définirai un peu avec vous la mission, vision du risque. La programmation scientifique, parce que le réseau, évidemment, a comme vocation, entre autres, de financer la recherche, en particulier intersectorielle, donc où on en est rendu. Quelques réalisations qu'on a fait depuis 2 ans. Oui, on a commencé en décembre 2018, mais en réalité, on a 2 ans d'activité. Quels sont les défis à relever, les prochaines étapes? Puis je terminerai par l'équipe du risque et tous les remerciements d'usage, parce que ce réseau-là, évidemment, c'est un travail véritablement d'équipe et aussi un travail de réseautage. Quelques constats et pourquoi ça a mené à la création d'ailleurs du risque en décembre 2018. D'abord, il y a eu évidemment beaucoup d'inondations ces dernières années, plusieurs, on prend juste l'exemple de 2011 ici dans la plaine du Richelieu, lac Champlain, évidemment les inondations de 2017-2019 qui sont évidemment récentes, dont tout le monde se rappelle, qui a montré à quel point on était pris au dépourvu par les crues printanières. Il y a également, évidemment, on en a évidemment vu l'exemple cet hiver avec des inondations en plein hiver. Donc, malgré des années de recherche active et d'efforts dans le domaine de la protection contre les inondations, on a un travail à faire en ce qui concerne la gouvernance environnementale en matière de gestion de risques d'inondation et surtout adopter les plans d'action avec des objectifs clairs. Ma collègue Pascale Biron l'avait rappelé d'ailleurs dans un article en 2019, mais il y a quand même des choses, on va voir, qui s'en viennent. D'abord, le plan de protection du gouvernement qui a été annoncé donc l'année dernière en avril va répondre aussi à un certain nombre de choses justement reliées aux inondations qu'on a vécues pour essayer de tenter collectivement de résoudre ces problématiques-là.
La recherche aussi, souvent, elle reste confinée à des silos disciplinaires. Elle ne parvient pas nécessairement à fournir des solutions intégrées aux problèmes complexes, on va le voir aujourd'hui, des inondations, qui nécessitent évidemment une vision globale et des enjeux, mais aussi pour trouver des solutions durables. Il y a urgence d'agir, d'abord parce qu'il faut trouver collectivement des stratégies qui sont non seulement viables, pérennes, mais aussi face aux risques d'inondation dont les conséquences délétères pourraient s'accroître, notamment en raison des bouleversements majeurs du climat, qui sont malheureusement à la fois irréversibles et de plus en plus rapides. D'ailleurs, l'année 2020 qui vient de se terminer montre à quel point finalement le réchauffement n'attend pas évidemment pour s'amplifier et on est rendu à 1,2 degré de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Donc on se rapproche dangereusement d'ailleurs du 1,5 fixé dans les accords de Paris. La recherche scientifique aussi, la valorisation des connaissances théoriques et pratiques certainement peut aider. Et donc c'est pour ça que les FRQ ont lancé un appel à propositions pour créer un réseau intersectoriel sur la gestion des risques liés aux inondations dans un contexte de changement climatique. J'en parle rapidement, je ne rentrerai pas dans les détails. Évidemment, quand on parle de risque, de quoi on parle? Alors, ça vient d'ailleurs du dernier rapport en date de l'IPCC 2019 qui a été publié à propos du changement dans l'océan et la cryosphère, montrant que les risques, finalement, ce n'est pas juste un problème d'aléas ou de phénomènes météorologiques qui sont évidemment en augmentation pour certains phénomènes extrêmes. C'est aussi une combinaison, un contexte dans lequel se créent ces aléas-là en termes de vulnérabilité et d'exposition, et c'est tout ça qui crée un risque. Donc, ce n'est pas juste un problème météo, c'est aussi un problème de contexte dans lequel se produisent ces phénomènes-là. Et je rajoute aussi, et ça c'est important, ne pas confondre la vulnérabilité et l'exposition. D'abord, le fait d'être exposé, si par exemple le fait de savoir si un bien ou une personne peut être ou non physiquement touchée par une inondation relève de ce qu'on appelle la notion d'exposition. Vous avez évidemment à droite ici un exemple clair d'une maison qui est exposée, non exposée, si évidemment elle a par exemple des mesures éventuellement de protection. La notion de vulnérabilité, elle est indépendante du niveau d'exposition. On peut être vulnérable, mais pas nécessairement exposé. Donc, ce n'est pas nécessairement un risque. Par exemple, ici en bas, vous voyez, elle est exposée, mais non vulnérable, parce qu'il y a des mesures de protection, par exemple, pour cette maison-là, qui permet à la maison de ne pas avoir, évidemment, de l'eau à l'intérieur. Ça peut être des protections latérales ou même, par exemple, un sous-sol qui est protégé. Donc, autrement dit, ce n'est pas seulement la connaissance de la vulnérabilité qui oriente nos actions, mais bien l'évaluation du risque dans toutes ses composantes, vulnérabilité y compris exposition, et le rôle que joue la vulnérabilité dans l'existence du risque est importante parce que automatiquement aussi, ça va affecter, on va le voir aussi, les conséquences. Et aussi, évidemment, il y a la capacité technique et financière pour agir sur cette vulnérabilité-là, en particulier pour la réduire. Le contexte donc de vulnérabilité et d'exposition, il détermine en grande partie aussi l'ampleur des dommages à la fois humains. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure d'ailleurs de projets en cours, mais aussi dommages évidemment en termes matériels. Alors, une gestion intégrée des risques aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi développer une approche cyclique qui inclut des retours d'expérience. D'ailleurs, avant la crue, d'abord connaître les phénomènes en particulier, les aléas, mais aussi les autres conditions dont je viens de parler, vulnérabilité, exposition. Développer aussi une information de nature préventive et éducative, maîtriser l'urbanisation, par exemple aussi, protéger les personnes et les biens, réduire la vulnérabilité, organiser aussi un système de chaîne de vigilance aux alertes avant l'arrivée, par exemple, d'un événement particulier. Pendant l'événement, évidemment, se préparer à la crise et ensuite, après, gérer la post-crue, indemnisation, reconstruction et réaliser les retours d'expérience qui permet justement de savoir qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, puis comment s'améliorer, apprendre de nos erreurs. Donc, plus généralement, la gestion intégrée des risques, c'est un processus qui est itératif, qui est dynamique, qui nécessite de travailler en amont, notamment sensibilisation, éducation, préparation, prévention. Je vais revenir d'ailleurs là-dessus, qui est important de faire en termes, par exemple, de prévention. Pendant, évidemment, en ce qui concerne l'intervention et les mesures d'atténuation, puis aussi après, en termes de rétablissement, faire encore mieux et reconstruire mieux, des retours d'expérience aussi, tirer les leçons apprises des événements qui se sont produits. Donc, la recherche, elle peut aider à plusieurs niveaux, avant, parfois aussi pendant, notamment dans le domaine de la santé,
permettent aussi de faciliter l'intervention ou le suivi, par exemple, des conséquences psychosociales des personnes qui sont sinistrées, mais aussi après, évidemment, non seulement pour le rétablissement, ça peut être d'un point de vue aménagement du territoire, faire reconstruire mieux, mais aussi travailler sur les retours d'expérience. Donc, pourquoi un réseau intersectoriel sur la gestion des risques? D'abord parce que la gestion des risques, comme je viens de le dire, elle nécessite de comprendre les risques dans toutes ces dimensions, aléas, vulnérabilité, exposition. Ces facteurs aussi qui, évidemment, sont en évolution constante, pas juste un problème de climat qui évolue, mais aussi la vulnérabilité sur le territoire et aussi l'exposition change aussi avec le temps. Évaluer aussi les conséquences directes et indirectes sur les systèmes naturels et humains, développer et mettre en place des pratiques d'aménagement revues et innovantes, et peut-être une gouvernance, voire des politiques publiques peut-être plus adéquates, revoir nos façons de faire, entre autres, notamment en ce qui concerne, par exemple, les politiques d'aménagement sur le territoire. Réduire les facteurs de vulnérabilité et d'exposition et aussi mobiliser, et ça c'est très important, et valoriser les connaissances à la fois théoriques et pratiques, non seulement au profit des décideurs, mais aussi des populations potentiellement à risque, afin d'améliorer notamment la prévention et la préparation. En somme, un réseau intersectoriel pour répondre à un besoin d'intégrer des informations qui proviennent de disciplines scientifiques et techniques variées et développer aussi des approches multisectorielles, en particulier via un travail de co-construction dans une vision globale et holistique qu'on doit évidemment partager tout le monde. Alors, c'est pour ça que le réseau risque, entre autres, a été créé et que sa mission a été orientée surtout pour contribuer justement à la réduction des risques d'inondation et de leurs conséquences, faciliter la résilience des organisations, des communautés et des individus face à des événements qui sont en voie de s'aggraver en raison du changement climatique. Une partie aussi de la mission, c'est aussi évidemment de s'assurer de favoriser les maillages entre la société civile, les universités, en travaillant évidemment, comme je viens de le dire, en co-construction, à la fois au niveau académique, mais aussi avec les ministères, par exemple, et puis s'appuyer aussi sur les nouvelles connaissances en sciences, technologies, en sciences sociales, en sciences de la santé. Nous sommes aussi un réseau intersectoriel qui est financé justement par les 3 fonds FRQNT, FRQSC et FRQS pour santé, afin d'élaborer tous ensemble des solutions concrètes et durables. La vision, évidemment, c'est de devenir une référence scientifique au Québec dans le développement des connaissances, la formation nécessaire à la société plus résiliente face aux inondations. Ça peut paraître prétentieux, mais en fait, en réalité, ça vient d'une volonté du Bureau de coopération interuniversitaire qui nous a demandé, suite à une réunion qui a eu lieu d'ailleurs en mai 2018, lorsque les FRQ ont lancé l'initiative, le Bureau de coopération interuniversitaire s'est réuni et a demandé à toutes les universités de travailler conjointement sur le dossier des inondations, et on a donc ensemble développé une proposition commune qui a été déposée en septembre 2018 et donc financée par les FRQ en décembre 2018. Alors, les membres du RIS, c'est quoi? On est 16 universités, Alain en a parlé. On est même plus que 120 chercheurs, on est rendu à plus de 160 chercheurs. Je vous en montrerai un exemple tout à l'heure en termes de statistiques, juste après. Une soixantaine de partenaires, on a une programmation, une stratégie scientifique qui est donc basée sur les axes intersectoriels, on en a 5, je vous en parlerai un tout petit peu juste après. Les appels à projets, les programmes de bourse, à la fois au niveau des stages, mais aussi maîtrise, doctorat, et un réseautage qui est en développement. Alors, par exemple, à sa création, le risque, on avait à peu près 120 membres. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, on est à 160 membres, donc une augmentation de 33% en 2 ans, ce qui est aussi évidemment encourageant. En fait, cette augmentation du nombre de membres académiques, elle vient évidemment du fait qu'on a commencé évidemment à financer les projets. Je vous en parlerai juste après. Alors, on a 5 axes, j'en ai parlé. On a un premier axe qui est justement relié directement à ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut travailler sur l'identification des facteurs de risque, à la fois en combinant les aléas hydrométéo, mais aussi les facteurs de vulnérabilité, exposition sur le territoire. Ça peut être des vulnérabilités environnementales aussi. Il y a des endroits, des bassins versants qui ont des caractéristiques particulières qui favorisent, par exemple, un ruissellement rapide de l'eau, mais ça peut être aussi d'autres facteurs de vulnérabilité socio-économique ou socio-sanitaire aussi des populations qui sont potentiellement évidemment à risque, mais aussi des facteurs d'exposition. Ça, c'est relié aux infrastructures, évidemment, aux populations qui vivent dans nos plaines inondables, et il y en a beaucoup, évidemment, au Québec.
Le deuxième axe, il est beaucoup plus orienté sur la gestion et l'aménagement du territoire à risque, tous les enjeux de gouvernance et de législation. Le troisième axe qui est beaucoup plus focalisé sur l'évaluation des impacts biopsychosociaux, sanitaires et économiques, puis aussi le partage des coûts associés, en particulier transfert évidemment du financement public vers les assureurs, partage des coûts financiers, parce qu'évidemment, comme vous le savez, essentiellement au Canada, les assureurs ne financent pas les risques d'inondation. Il y a seulement 6% à peu près des gens qui sont assurés pour les inondations. C'est essentiellement, donc, pour l'essentiel, le financement public qui permet évidemment de payer les indemnités. Un quatrième axe qui, évidemment, je l'en ai parlé tout à l'heure, de réduire les vulnérabilités, transformer, réduire les vulnérabilités à la fois des individus, mais aussi des organisations, des collectivités. Il y a des choses aussi à faire au niveau des organisations, mais certainement au niveau communautaire pour réduire justement les risques, pas uniquement au niveau individuel, au niveau de son propre bâtiment. Évidemment, l'axe qui est évidemment transversal dans notre cas, dans le cas du risque, c'est toute la gestion, la communication des risques, les outils d'aide à la décision, l'adaptation, la résilience. En fait, c'est tous les enjeux de mobilisation et de valorisation des connaissances. On va en reparler un tout petit peu après. Alors, en termes de membres, excusez, je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas, donc tant pis. Juste pour vous dire, en fait, le gros bleu, vous voyez ici, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas affiché, mais c'est l'axe 1, qui est à peu près 33% de nos membres académiques qui sont membres de l'axe 1. Donc, essentiellement, c'est l'axe qui est dominant en termes de membership du réseau universitaire. Donc, on doit d'ailleurs, et c'est d'ailleurs l'axe, on a un axe qui est très évidemment orienté nature et technologie. C'est notre axe qui est aussi un peu une surreprésentation, en fait, une représentation importante de toute les gens en nature et technologie. Et donc, on a besoin d'augmenter le nombre de membres qui viennent des sciences sociales et également des sciences de la santé. Pour les autres axes, grosso modo, c'est entre 25 et 19%. Vous ne voyez pas le texte, je ne sais pas pourquoi. Alors, là, je vous dresse rapidement un portrait 2019, 2020, 2021. Nous avons eu 3 programmes de bourse. La première année, en fait, vous vous rappelez, en 2019, on a eu une inondation, on commençait le réseau et donc on a rapidement déployé un programme de bourse pour justement permettre, par exemple, de déployer des stagiaires, mais aussi des étudiants pendant la période d'inondation. Donc, on a financé des projets. Je vous laisserai de toute façon, Alain, si tu es d'accord, je vous partagerai ma présentation. Vous voyez aussi le détail de chacun des projets. Okay. Oui, je pense que ça va être apprécié. Super, merci. Voilà, comme ça, je ne rentre pas dans tous les détails. Mais en fait, vous voyez ici rapidement que pas mal toutes les universités, donc des stagiaires, aussi des étudiants de maîtrise ou de doctorat ont été financés. Et ça couvre grosso modo au moins à chaque fois la majeure partie, plusieurs axes, à la fois pour les bourses de stage, mais aussi pour les bourses d'étudiants maîtrise et doctorat. Deuxième programme de bourse en 2020, là on a été capable d'en donner 8. On a une bourse de stage ici à l'UQAM, puis le reste c'était les bourses d'étudiants de maîtrise et de doctorat. Là aussi, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup pour la plupart, ce sont des études qui se font, encore une fois, qui combinent plusieurs axes. C'est d'ailleurs ce qu'on demande à nos étudiants gradués de le faire. Pour les stages, ce n'est peut-être pas nécessairement obligatoire, parce que les stages de baccalauréat, s'il y a possibilité qu'ils travaillent en interaxe, tant mieux, mais ce n'est pas nécessairement une obligation. Par contre, définitivement, pour les bourses de maîtrise et de doctorat, oui. Donc, vous voyez ici, ça couvre des domaines assez variés. Et on vient d'annoncer d'ailleurs le résultat de notre 3e programme de bourse. Donc, 7 bourses qui ont été octroyées récemment. 2 bourses de stage et encore une fois, 5 autres bourses pour les étudiants de maîtrise et de doctorat, encore une fois à travers le réseau universitaire. Ça, c'est pour les bourses et les programmes de bourse. En ce qui concerne le financement des appels à projets, alors notre premier appel à projet en 2020, on a octroyé on a financé 5 projets, 92 000 $ par projet. Donc là, ça couvre, là, il y a une obligation d'avoir, et vous voyez ici, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, ce sont finalement nos axes. Donc
tous les projets ont au minimum, je dirais, 3 axes, voire même parfois plus. Donc, on en a encore une fois plusieurs. Je vous laisserai le détail, voir les détails de ces programmes-là. Les noms des personnes aussi sont sur notre site web aussi, pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc, 5 projets financés pour le premier appel à projet. Et puis, cette année, en 2021, on a grâce à une collaboration, je remercie d'ailleurs nos collègues du réseau Québec Maritime, avec qui on a une très belle collaboration pour justement financer des projets conjoints risque RQM, où là, ça nous a permis justement d'augmenter le financement. On a 3 projets donc, qui viennent d'être annoncés récemment aussi, la semaine dernière. 160 000 $ par projet. Encore une fois, ce sont des projets intersectoriels qui touchent au minimum 2 axes. Il y a celui-là ici qui est très transversal. C'est pour ça que, d'ailleurs, ce projet-là, qui est le premier projet dans le Nord, sur la compréhension des risques de submersion côtière dans les communautés du Nunavik, qui vraiment est intéressant parce que ça touche aussi à des problématiques particulières de vulnérabilité, évidemment, dans le Nord. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir que, grâce d'ailleurs à la collaboration avec le RQM, on adresse un peu les angles morts, souvent des endroits dans lesquels on ne va pas nécessairement souvent travailler, notamment avec les communautés, en particulier autochtones. Donc, voilà pour les appels à projets qui ont été déjà financés. Alors, bilan rapide des réalisations du risque par année. Bon, évidemment, la première année, on a mis en place toute la structure de gouvernance et comité de gestion, direction scientifique, lancement officiel par les FRQ qui a eu lieu le 15 avril 2019. Pour ceux qui s'en rappellent, Alain, tu étais là, et puis on était plusieurs évidemment dans la salle. 4 jours plus tard, 3 jours plus tard, les premières inondations en Beauce commençaient, puis 5 jours plus tard, c'était le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Outaouais qui commençaient à déborder. Un démarrage de projet, on va dire, en plein dans l'actualité. Une assemblée constituante qu'on a organisée en septembre 2019 pour notamment la première version des statuts règlement du risque. Et on a commencé à mettre en place nos réunions de conseil de direction, comité scientifique, premier programme de bourse, je vais vous en parler. Et on a fait notre première assemblée générale du risque en novembre 2019. D'ailleurs, le rapport est en cours d'édition. Évidemment, avec tout ce qui s'est passé depuis un an, ça a aussi un peu retardé nos activités, mais le rapport est en cours d'édition. On va d'ailleurs le déposer très bientôt sur notre site web. 2020, on a eu aussi un renouvellement début 2020, d'ailleurs juste avant la période de pandémie, supplément de 3 ans pour nous permettre justement de déployer non seulement nos activités, mais nous laisser aussi un peu plus, parce qu'on serait déjà en renouvellement au bout de 2 ans. Donc, Rémi Quérion, un gros merci au FRQ, nous a aussi octroyé un financement de 3 ans supplémentaires pour nous permettre justement de déployer notre programmation puis commencer nos activités de façon évidemment pleine et entière. Les réunions du conseil de direction, on en a eu 3 aussi. On a une autre réunion du comité scientifique parce qu'on a eu évidemment des appels à projets, je vous en ai parlé avant. Plan stratégique qui a été finalisé, qui est aussi en cours d'édition. Il va être très bientôt disponible aussi sur notre site web. Appel à projet, j'en ai parlé. Deuxième programme de bourse. Le lancement aussi des premiers webinaires du risque. Et aussi un atelier Covid inondation. Le rapport aussi est en édition très bientôt disponible sur notre site web. Et donc, ce début d'année 2021, l'appel à projet RQM dont je viens de vous parler, le programme de bourse, j'en ai parlé. Il y a aussi un autre programme qu'on a fait avec des résultats qui sont bientôt annoncés sur les stages Global Link, FRQNT, MyTax, aussi avec du financement du risque. Ça, c'est évidemment du financement de collaboration, de mobilité étudiante. Évidemment, en ce moment, avec les fermetures des frontières, la pandémie, c'est un petit peu difficile, on s'entend, de faire venir, puis aussi de partir à l'étranger. Donc ça, c'est évidemment quelque chose que malheureusement, en fonction du contexte, qui ralentit un peu les activités d'échange étudiants, évidemment. Une version finale aussi des statuts et règlements, puis un nouveau site web, vous pourrez aller visiter avec des facs qui sont maintenant disponibles, et puis aussi tout l'accès aussi aux membres académiques, aux partenaires, qui a été donc mis en ligne pour savoir qui est membre du risque et puis avec quels partenaires nous travaillons. Alors, les défis à relever au cours des prochaines, je dirais, années.
D'abord, en termes de nouveaux développements et outils, on a besoin de développer non seulement les cycles de l'eau, le cycle de l'eau et les facteurs de risque à l'échelle des bassins versants. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs parmi les défis qui touchent à l'axe 1 juste après. Continuer à renforcer, monter les équipes multidisciplinaires, voire intersectorielles à créer. Le financement du risque, on a avec le financement FRQ, évidemment, aide, mais évidemment, il y a les effets leviers nécessaires qu'on a besoin d'aller chercher. On demande évidemment à nos chercheurs de déposer en ayant des effets leviers, mais aussi il faut que nous, on puisse aussi aller en chercher ailleurs pour bonifier justement les programmes de financement de recherche, mais aussi le financement des bourses d'étudiants. Il y a aussi les angles morts à considérer, notamment vis-à-vis des personnes les plus vulnérables. La phase de rétablissement après 2019 a montré à quel point on a besoin de travailler, notamment en termes psychosocial, sur la phase de rétablissement pour les personnes qui évidemment ont été sinistrées. Puis je vous donnerai un exemple tout à l'heure concrètement de quoi il s'agit quand on parle de rétablissement ou d'effets évidemment reliés aux inondations pour les personnes qui ont été affectées. Une intégration aussi réelle et plus effective des sciences sociales et des sciences de la santé dans les projets. On voit évidemment de plus en plus de gens qui travaillent justement en intersectorialité, mais il faut favoriser ça, en particulier le domaine des sciences sociales, qui est un peu le parent pauvre, évidemment, de financement de la recherche en général. Nos collègues en sciences sociales, évidemment, nous rappellent à quel point c'est important dans les projets qu'ils ne soient pas juste des prête-noms, mais qu'ils soient aussi actifs dans les projets quand on parle d'intersectorialité. Une mobilisation, valorisation des connaissances, j'en ai parlé aussi à systématiser, une capacité aussi à mobiliser les étudiants, les stagiaires, par exemple, lors des événements majeurs. On en a eu un en 2019, notamment dans le domaine sanitaire. On s'était fait solliciter par un certain nombre d'organisations qui travaillent dans le domaine communautaire, mais aussi dans le système de santé, pour déployer des étudiants pour aider justement, notamment l'intervention, et en particulier la collecte de données d'un point de vue socio-sanitaire. La formation de la relève, il y a des gros défis aussi, parce qu'on a une pénurie de la main-d'œuvre, par exemple, qui est déjà présente dans certains secteurs. Comment mieux répondre aussi aux besoins des milieux? Et ça, c'est une question qu'on se pose collectivement. Il va falloir aussi, par exemple, qu'on bonifie les programmes de bourse, notamment envisager de trouver des effets leviers, parce que définitivement, on a un gros réseau universitaire, de mieux financer certains secteurs, alors que, comme je le dis, il y a une pénurie de la main-d'œuvre dans certains domaines. Des programmes multisectoriels aussi de formation à créer ou à renforcer. Par exemple, à l'intérieur du CU, on est plusieurs universités à avoir des programmes, par exemple, je prends l'exemple de l'UQAM en résilience, risques et catastrophes ou dans le domaine des risques, mais peut-être justement, ce serait peut-être extrêmement utile d'avoir les programmes multisectoriels de formation à la fois à l'intérieur du réseau de l'UQ, puis entre les universités, plus généralement entre nous. Des actions aussi concrètes à poser en termes d'équité, de diversité et d'inclusion, notamment en particulier l'intégration des autochtones et des femmes en sciences. Et je vais prendre vraiment un exemple rapide. On s'aperçoit en fait à quel point, notamment les femmes en sciences naturelles, sont très peu présentes dans certains domaines. Donc, il est important aussi de pouvoir favoriser la formation de la relève, en particulier dans les endroits où il manque définitivement non seulement de femmes, mais aussi de populations, notamment d'origine autochtone. Il y a des défis aussi au niveau organisationnel et structurel. Notamment le bureau de coopération interuniversitaire devrait aussi nous encourager ou favoriser le réseautage et la collaboration entre les institutions académiques et d'enseignement. Puis aussi, on a besoin d'assurer une pérennité juste et équitable dans le support au réseau universitaire. Pas juste qui provient des FRQ, donc peut-être une discussion qu'on devrait avoir avec le ministère de l'Enseignement supérieur et les autres ministères sur le financement de la recherche aussi et le développement, par exemple, de l'innovation. D'ailleurs, le FRQ est en réflexion, nous a sollicité récemment, d'ailleurs, pour participer à cette réflexion-là sur l'innovation d'un point de vue large. Puis comment la recherche peut répondre aussi à des défis, évidemment, du 21e siècle. Alors, un exemple, par exemple, de défi en recherche, quand on parle des inondations, de quoi on parle? Alors ici, vous avez une figure rapide. Je vous ai présenté, évidemment, quand on parle d'inondations, d'inondations reliées aux orages, par exemple, d'été, évidemment, qui sont responsables des flash floods en bon français, ce sont des phénomènes qui se produisent, évidemment, à des échelles très, très fines en termes, par exemple, de quelques minutes ou quelques heures, reliés à des sténoïdes convectives qui ont évidemment des échelles spatiales très très fines, de l'ordre de quelques kilomètres de résolution. Quand on parle d'érosion côtière, ce sont des phénomènes qui peuvent se produire sur une journée,
avec des phénomènes de quelques dizaines de kilomètres jusqu'à évidemment des échelles, ce qu'on appelle synoptiques. Puis, tout ce qu'on parle quand on parle d'inondations évidemment printanières, c'est souvent des phénomènes, surtout dans nos régions, qui peuvent évidemment durer plusieurs semaines et qui se produisent souvent à des grandes échelles, mais il y a quand même, on va dire, des considérations à avoir sur ces phénomènes-là pour être capable de reproduire, par exemple, certains processus à des échelles assez fines. Donc, on a besoin évidemment de développer les modèles météorologiques et climatiques capables de reproduire des événements apparaissant à des échelles fines, par exemple à l'échelle de la convection des cellules orageuses, mais aussi pour tous les types d'inondations, incluant aussi nécessairement évidemment l'information pour les intrants des modèles hydrologiques. Par exemple, pour être capable de produire une information fiable sur les événements de forte précipitation, notamment les échelles horaires, en ce qui concerne par exemple la phase estivale, des événements aussi de pluie sur neige, notamment lors de la phase de dégel, qui sont aussi en grande partie affectés par les processus locaux ou régionaux. Le gel du sol et la couverture de neige, évidemment, qui est fortement dépendant des conditions locales. Le contenu aussi en eau dans le sol, le couplage avec le cycle hydrologique de surface et de subsurface, c'est aussi tous des processus qui nécessitent une résolution ou de tenir compte des effets locaux importants. Alors, un exemple de ça, si on prend l'exemple, par exemple, de l'inondation de 2017 qui s'est produite dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, vous voyez ici rapidement, ça c'est le débit à Carillon, vous voyez rapidement, en l'espace de quelques jours, on est passé à un débit de un peu plus de 2000 mètres cubes à pas loin de 6000 mètres cubes, mais vraiment en l'espace très rapide de quelques jours, relié évidemment à des événements de précipitations liquides sur neige qui ont vraiment, par exemple, entre le 4 et le 7 avril, affecté des secteurs particuliers du bassin versant de la rivière des Outaouais. Ce n'est pas toute la région qui a été évidemment, tout le bassin versant qui a été évidemment affecté par de fortes précipitations. Ça s'est réalisé sur tas de secteurs et on va voir que ces secteurs-là, c'est justement les endroits particulièrement vulnérables où la fonte de la neige a été extrêmement rapide. Donc, le développement d'une information à des résolutions très fines permet justement de capturer non seulement les informations spatiales et temporelles fines, à les endroits où justement qui sont particulièrement vulnérables. Et je vous donne un exemple de ça. Quand on regarde, par exemple, on a repris, c'est un travail qui a été fait par une étudiante que je dirige, Clémence Benoît, à l'UQAM, où elle a regardé justement pendant le mois d'avril 2017, qui est particulier, on a eu vraiment de grandes quantités de précipitations, à la fois les cumuls pendant tout le mois, mais aussi le 90e centile de précipitation, puis les quantités de neige, d'eau qui ont été libérées au moment de la fonte de la neige. On voit en fait que plus l'indice est élevé, plus ces endroits, justement, certains bassins qui ont été affectés par des combinaisons d'extrêmes de précipitations, de cumuls mensuels et de fontes très rapides de neige. Surtout, on voit dans le sud du bassin. Et ça a amené des grandes quantités d'eau très rapidement en direction de la rivière des Outaouais jusqu'à l'exutoire. Ce sont également des endroits en plus où on a des facteurs de vulnérabilité en ce qui concerne la pente, l'utilisation du sol, puis aussi la capacité de drainage qui est limitée. Je prends l'exemple d'une vallée que je connais bien parce que j'y vais souvent en moto, la vallée du Lièvre, qui est l'une des endroits dans le bassin de l'Outaouais dont les pentes sont assez importantes et aussi le drainage est assez médiocre. Donc, on a eu beaucoup de précipes, beaucoup de neige qui a fondu, et ce sont des secteurs justement où on a une vulnérabilité environnementale particulière. Et c'est pour ça, entre autres, que c'est non seulement ces rivières-là ont été, le débit a augmenté très rapidement, mais aussi c'est un volume d'eau qui a été très rapidement amené en direction de la vallée des Outaouais, la rivière justement des Outaouais qui a grossi très rapidement, alors que si cette eau-là était tombée dans le nord du bassin, ça prend beaucoup plus de temps pour amener cette eau-là, évidemment, en direction du barrage de Carillon, par exemple. Donc, cette combinaison de facteurs météo, puis aussi d'exposition ou de vulnérabilité environnementale, c'est aussi des facteurs à considérer quand on regarde évidemment l'évolution des débits. Alors, un deuxième aussi défi, par exemple dans l'axe 2, un exemple des angles morts à considérer. Cet axe, vous vous rappelez, c'est cet axe qui touche à la gouvernance, aménagement du territoire, politique publique. D'ailleurs, mon collègue Gonzalo a publié un article dans la presse, si vous voulez y aller, avec une réflexion très intéressante sur les angles morts à considérer, notamment la notion d'appartenance au territoire au bien-être.
avec des inondations quand elles se produisent ou des délocalisations qui provoquent des risques de fracture dans le tissu social et des impacts sur la santé mentale, évidemment, vis-à-vis des populations. En plus, évidemment, de compromettre le patrimoine architectural et paysager. Quand on parle de relocalisation aussi, ça peut exacerber d'autres problèmes tels que l'étalement urbain, l'embourgeoisement, la paupérisation ou la fragmentation urbaine. Ce sont aussi des dimensions ou des enjeux qu'il faut considérer. Financement aussi municipal. Si on a une perte d'habitat, d'espace habitable, quelles mesures viables pour compenser ces pertes de revenus pour les municipalités, par exemple? Une architecture aussi à repenser, les typologies résidentielles à revoir, avec des pratiques constructives et une adaptation au code du bâtiment, évidemment. Des programmes aussi d'indemnisation mur à mur qui sont parfois injustes. Le gouvernement, vous vous rappelez, a dit, bon, ben là, on ne finance pas dès que 50% du coût de reconstruction est plus élevé que la valeur de la maison, bon, ben on détruit la maison, puis vous partez avec votre indemnité. Le problème, c'est que, évidemment, pour les gens qui ont des propriétés qui sont de faible valeur, c'est plus facile d'atteindre ce fameux 50% de coût de reconstruction. Donc, on est en train de créer une espèce d'injustice en ce qui concerne, par exemple, la capacité ou pas de se maintenir sur le territoire et de reconstruire sa maison, par exemple. Est-ce que la structure aussi de gouvernance de fiscalité municipale, est-ce qu'elle est à revoir, hein, en particulier je dirige d'ailleurs un étudiant avec mon collègue Mathieu Boudreau sur ces enjeux-là aussi, en termes de fiscalité municipale. Des impacts aussi sur les cartes de risque ou les nouvelles cartographies des zones inondables. Quels vont être les impacts, par exemple, sur la valeur foncière? Tout ça est très peu documenté, voire pas du tout documenté. Alors, on a aussi d'autres défis, par exemple l'axe 3, en ce qui concerne un urgent besoin d'un suivi longitudinal des liens non seulement aléa-exposition, j'en ai parlé un tout petit peu à propos de l'axe 1, mais aussi en termes de conséquences psychosociales. Un travail d'ailleurs piloté par ma collègue Mélissa Généreux. D'ailleurs, ce projet-là n'est pas financé par le RISC. C'est un projet qui avait commencé avant que le RISC débute, qui est financé par le Fonds vert, plan d'action changement climatique du gouvernement du Québec. Puis en fait, cette étude avait comme objectif justement de documenter l'état de santé et vulnérabilité des collectivités en lien avec l'inondation qu'on avait connue en 2019, pour proposer justement des pistes de solutions destinées aux détenteurs d'intérêt pour atténuer les impacts des prochains événements. L'objectif spécifique, c'était de décrire, par exemple, les populations affectées par les inondations, documenter les conséquences, identifier les facteurs de risque et les mesures de protection et les stratégies d'intervention. Et quand on regarde les résultats qui ont été obtenus suite au recensement, puis aussi des enquêtes qui ont été faites auprès des populations affectées, on a regardé des stresseurs primaires qui ont été considérés comme par exemple les niveaux d'exposition ou d'inondation, les hauteurs de la montée des eaux, la lourdeur des pertes matérielles, puis d'autres stresseurs secondaires qui ont été envisagés, considérés, soutien concret ou moral qui ont été reçus par les gens, soutien financier qui ont été aussi reçus, qui sont soit suffisants, soit insuffisants par rapport aux pertes encourues, par exemple. Assurance aussi, ne couvrant pas les inondations, les prêts bancaires et certaines pièces de la résidence. Quand on a regardé les résultats, c'était vraiment flagrant. On se rend compte qu'en fait, plus l'exposition est importante, plus les conséquences sur la santé mentale, qui est passable ou mauvaise, augmentent. Puis aussi les troubles de santé mentale probables qui augmentent aussi avec non seulement l'exposition directement reliée évidemment à la hauteur des eaux dans les bâtiments ou dans les résidences ou dans les propriétés, mais aussi les terrains qui ont été inondés, s'ils ont été inondés évidemment de façon variable. L'ampleur des pertes matérielles augmente aussi évidemment le stress, on s'entend, à la fois en termes de santé mentale, puis aussi en termes de troubles de santé qui sont évidemment probables. Philippe, juste pour ton info, il est 10h41, donc si on veut laisser un bon petit 10 minutes de questions, juste je vais suggère bien la terminer fin. dans Merci. 3-4 minutes. OK? Bon. Parfait. Donc, en fait, conclusion, la proportion de personnes qui ont été affectées par des troubles de santé mentale, elles augmentent avec le niveau d'exposition et aussi le manque de soutien. Donc, ça montre à quel point, évidemment, c'est important de considérer justement ce suivi longitudinal des conséquences psychosociales pour adresser, pour aussi offrir l'aide appropriée à ces personnes-là. Alors, rapidement, il va me rester 3-4 minutes justement. Alors, l'axe transversal qu'il faut absolument, notre axe 5, on a justement une plateforme d'échange et de valorisation des connaissances théoriques et pratiques. C'est inscrit dans le plan stratégique qui a été développé, donc c'est quelque chose qu'on va devoir
développer au cours des prochains mois, années. Ça fait partie d'ailleurs de nos priorités. Et cet observatoire ou la plateforme s'inscrit, comme je viens de le dire, dans le plan stratégique, à la fois pour améliorer les connaissances des facteurs de risque et leurs conséquences, sortir l'information des silos disciplinaires, parce qu'on a besoin d'intégrer et surtout d'avoir une information interopérable, démocratiser l'accès à l'information multisectorielle, participer aussi à la surveillance, au suivi des risques. J'en ai parlé tout à l'heure à propos notamment des retours d'expérience aussi, ça se produit après, mais aussi même peut-être avant. Améliorer la gestion aussi des données de recherche. On a aussi une obligation de le faire vis-à-vis des FRQ, mais aussi au niveau canadien, il y a une initiative en cours justement pour favoriser ça, justement, la gestion des données de recherche au sein des universités. Développement de la résilience aussi, et améliorer évidemment notre savoir-faire, savoir-être collectif pour renforcer la littératie aussi sur le risque climatique et développer la culture du risque. Alors, juste aussi, je vous mets ici la Noiren, qui est une organisation justement d'infrastructure et de recherche numérique qui nous a sollicité avec l'Association des bibliothèques de recherche du Canada parce qu'ils ont eu un financement justement faciliter la contribution justement et le partage des informations. Donc, on est en discussion avec eux justement pour avoir un support et faciliter ce travail-là avec tout le réseau universitaire évidemment québécois. Alors, les activités prioritaires pour les prochaines étapes, on a justement une discussion, on va très rapidement arriver à avoir un appel conjoint avec Ouranos, notamment vis-à-vis du projet InfoCru, pour avoir justement un cofinancement conjoint risque-Ouranos au cours des 2-3 prochaines années. On réfléchit aussi à un appel à projet spécial justement pour faciliter la mobilisation, valorisation des connaissances, 4e programme de bourse, d'autres appels à projets qui s'en viennent, et puis aussi travailler sur les effets leviers pour bonifier, comme je l'ai dit, non seulement les programmes de bourse, mais aussi éventuellement le financement qu'on a sur les appels à projets. Donc, en termes de réseautage, on est déjà en train de développer justement certains pôles d'excellence. Il faut continuer à le faire dans tout le réseau universitaire. On en a un à l'UQAM avec le CIROD, aussi l'ETS, et aussi en discussion avec le RISUC, donc qui est un réseau de l'UQ sur justement la santé, une collaboration qu'on est en train de développer avec eux pour justement aussi alimenter la plateforme, puis aussi la partie mobilisation, valorisation des connaissances. On doit accroître notre collaboration avec les centres de recherche, les organisations gouvernementales. On est en discussion évidemment et membre des certains comités aviseurs avec le plan de protection du gouvernement du Québec. Développer le réseautage au niveau québécois, canadien, international. Alors, en conclusion, comme les risques d'inondation et leur gestion, c'est un problème de nature complexe, ce sont des conséquences nombreuses. On doit gérer les risques avant, pendant, mais aussi après. Les solutions, les stratégies, pour qui aussi, dans un contexte de bouleversement, ça nécessite de toute façon, on a tous à gagner à travailler ensemble, à apprendre des autres aussi. Moi, personnellement, j'ai énormément appris depuis que je dirige le risque avec mes collègues. Les risques systémiques qui sont en cours et à venir, de toute façon, l'exigent et nous interpellent tous. On doit aussi faire confiance, on se fait confiance aussi ensemble. La science et la communication des idées basées sur les données probantes, elles nous font évoluer, grandir. Puis elles sont aussi là pour contribuer à faire germer les stratégies viables, durables et innovantes. Certainement, la pandémie en cours a montré à quel point la science peut aider à mobiliser et à nous aider. On doit améliorer la prévention, définitivement, j'en ai parlé, vous pourrez lire ça. L'INSPQ montrait d'ailleurs dans le domaine de la santé, 97% du budget est utilisé pour les soins et services de santé, seulement 3% pour la prévention. Il y a certainement du travail à faire pour améliorer ce volet-là. On doit aussi passer d'une approche réactive pour passer à une approche préventive. Je vous laisse aussi lire les réflexions d'ailleurs de l'UNDRR, le groupe des Nations Unies sur la réduction des risques de désastre. En travaillant en mode préventif, ça nous permettrait justement de faire de la gestion proactive des risques plutôt qu'une gestion réactive, ce qui nous permettrait de mieux anticiper et surtout de développer véritablement notre résilience et améliorer les mesures de prévention. Alors, je termine pour remercier toute l'équipe, Marie Raffos, la coordonnatrice, Marilyn Coury pour la responsable des communications qui font tout le monde un travail remarquable, Anne-Sophie Goussessard qui s'occupe justement du pôle ISE CIROD Risque.
Valérie aussi qui nous aide pour tous les webinaires, le développement aussi des plateformes, Danielé évidemment pour toute la partie conseillère scientifique pour le comité scientifique, Bernard aussi un nouvel étudiant qui s'occupe du contact des étudiants, Diane qui fait un travail remarquable en termes de secrétaire de direction, et tous nos collègues évidemment du comité de gestion, Suzanne, Daniel, Tara, Thomas, tous les directeurs d'Axe, les partenaires, FRQ, Ouranos, la ville de Rigaud en grande partie. Eric Martel, tu as été tellement utile pour nos discussions et le travail que tu fais en collaboration, pas juste avec l'UQAM, mais avec l'Université de Montréal, Polytechnique, McGill, etc. Et nos étudiants, parce qu'après tout, c'est notre inspiration, notre raison d'être. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Philippe pour l'excellente présentation. On a à peu près une dizaine de minutes pour des questions. J'ai reçu 2 questions. Je ne sais pas pourquoi on les a reçues en privé, donc n'hésitez pas à poser des questions aussi en public, là. Donc, la première question, c'est comment le travail de modélisation des risques d'inondation présentement en cours sur le territoire de la CMM, puis là, je complète la question en disant qu'il y en a aussi avec la CMQ, puis avec la ville de Gatineau, etc. Il y a beaucoup de ces organismes municipaux-là qui travaillent sur la modélisation. Comment ça, est-ce que c'est intégré aux travaux du risque? Donc, je te laisse répondre. Je suis une partie de la réponse, mais je te laisse le répondre. Ben, d'abord, plusieurs des directeurs d'Axe du risque font partie de ces initiatives en cours. Je vais prendre l'exemple évidemment de ma collègue Pascal qui co-dirige l'Axe 2, aménagement du territoire avec Mario Gauthier. Donc, ces travaux-là qui sont en cours avec certaines universités, certains chercheurs, ben, on est au courant évidemment de ça. Ça nous permet aussi d'éventuellement, possiblement au cours des prochains mois, de cibler ce qui est déjà, évidemment, ce qui n'est pas fait versus ce qui est déjà en cours. Okay, parce que la plupart, évidemment, si ce n'est la totalité des chercheurs du risque, sont déjà évidemment en travail avec plusieurs MRC, ministères, etc. Donc, s'assurer d'une complémentarité pour éviter justement les duplications. Ça répond rapidement à la question. Oui, c'est ça, j'aime bien la réponse parce qu'effectivement, eux, les gens dans les villes sont sur le front présentement, là, puis ils doivent produire des analyses, etc. Donc, ils utilisent des modèles hydrologiques très opérationnels là, avec différentes firmes, etc. Puis là, le monde universitaire, bien, naturellement, vient bonifier ces outils-là pour avoir des versions toujours upgradées. Je pense que c'est ça l'idée. Puis, effectivement, l'idée de réseauter devient particulièrement importante. D'ailleurs, c'est un peu le sens de la deuxième question, c'est-à-dire, tu as parlé des nombreux projets scientifiques qui sont en cours, puis l'évolution de la science, etc. Puis donc, c'est clair qu'en la réalisant des projets, on réussit à faire des réseautages, surtout en faisant du multidisciplinaire, là, pour connecter des expertises en sciences biophysiques avec des expertises en sciences sociales ou économiques, etc. Mais quels sont les autres types d'activités que vous allez réaliser qui vont permettre justement de consolider ce réseau-là ou les connexions entre les acteurs et les chercheurs? Tu sais, les projets, c'est bien, c'est une chose, ça permet de faire avancer la science, de créer de la relève, etc. Mais ça ne fait pas tout non plus au niveau du réseautage. Donc, quels sont les autres types d'activités que le risque prévoit faire ou fait déjà? Alors, ben, ça va être notre gros chantier d'ailleurs, en dehors de continuer à financer les projets de recherche et aussi des bourses d'étudiants, c'est tout le volet mobilisation, valorisation des connaissances. Où là, justement, avant même de développer d'ailleurs ou d'avoir les résultats des projets qu'on a financés, il y a déjà une connaissance qui est déjà là, dans le réseau universitaire, qui existe et qui n'est souvent pas valorisée. On finit souvent, ben évidemment, on finance des étudiants, les étudiants déposent des mémoires, font des thèses de doctorat, publient des articles, mais il y a une partie, en fait, à la fois des données, de l'information qui n'est pas valorisée ou qui n'est pas disponible pour le grand public. C'est ce travail-là qu'il va falloir faire. Parce que quand bien même on continuerait à financer les projets, si on ne valorise pas le résultat des travaux, on va avoir de toute façon toujours ce même problème-là à faire sortir les connaissances des milieux universitaires. Puis ça va nous occuper en grande partie au cours des prochains mois, années, parce que c'est ça qu'il faut faire. Cet axe 5-là, il faut véritablement qu'il prenne, je dirais, son envol dans tout le réseau universitaire. Parce qu'en fait, plus on travaille, plus on se rend compte qu'il y a une connaissance extraordinaire dans le milieu, qu'il soit d'ailleurs académique ou ailleurs, mais il faut simplement le valoriser et le mobiliser et le faire connaître. Donc, à la fois au niveau des décideurs, mais aussi au niveau des populations. Et je vais donner un exemple.
45% des gens qui vivent dans les zones à risque, savent qu'ils vivent dans les zones à risque. Ça veut dire que plus de la majorité ne savent pas qu'ils vivent dans les zones à risque ou ne minimisent les risques dans le contexte, évidemment, du changement climatique. Ça veut dire qu'une partie de cette information-là qu'on fait tous, qu'Ouranos fait, que nous on fait, on ne l'a pas suffisamment valorisée, elle n'est pas assez connue, puis il y a des gens encore qui prennent des décisions à la fois pour eux, puis dans les municipalités, sans évidemment avoir un accès complet à l'information pour être capable d'évaluer le risque, pour savoir quelle décision je dois prendre en termes d'aménagement pour moi ou pour ma municipalité, par exemple. Merci Philippe. Peut-être aussi pour compléter sur un des points que tu disais, c'est que peut-être que, en fait, il y a un effort vraiment significatif qui est en cours entre Ouranos, le risque et le Centro, là, qui a vu aussi un centre de recherche Osmose associé à l'Université Laval là, qui a été créé récemment. Donc, il y a des efforts entre ces trois organisations-là, justement, pour optimiser nos séminaires, etc. Puis là, je le dis parce qu'on a eu l'idée, justement, de devancer le webinaire de ce matin, là, parce qu'il y a un autre webinaire qui est donné par le Centro qui est tout à fait pertinent aux inondations et au changement climatique et aux ressources en eau. Je pense que plus le temps va avancer, plus on va travailler de concert, ces trois organisations-là, pour tenter de justement consolider le réseautage et ne pas trop travailler en silo dans nos réseaux respectifs. J'ai deux, trois autres questions qui apparaissent là, et le temps file quand même. Donc, il y a Irène Cloutier de la Ville de Montréal qui disait qu'elle aurait aimé nous entendre parler des mesures d'atténuation aux crues printanières, là, donc peut-être un petit peu plus, là, même si ce printemps est un peu plus calme, là, à chaque printemps, là, il y a toujours des risques qui se développent et il faut réagir assez rapidement. Donc, souvent, il y a une urgence d'agir, mais souvent, les municipalités ont des enjeux techniques, financiers et d'acceptabilité sociale qui les empêchent d'agir rapidement malgré les urgences. Donc, avez-vous fait des études plus poussées sur ce volet, là, du volet de, en quelque part, de préparation, ou est-ce qu'il y en a qui sont anticipés? C'est une bonne question. D'ailleurs, oui, il y a plusieurs projets en cours, d'ailleurs, dont certains vont se terminer très bientôt sur le volet atténuation, compréhension notamment du volet risque local et puis aussi regarder ce qui s'est produit après l'événement de 2017 mais aussi 2019 pour justement proposer des solutions en termes d'atténuation qui sont évidemment très variables d'un endroit à l'autre. Donc, ça aussi, ça va faire partie d'ailleurs de ce qu'on va devoir valoriser, faire sortir ce qui existe déjà. Et oui, il y a des projets qui ont été financés par le risque ou pas par le risque qui couvrent ce volet-là. Puis, ça va être important de les faire connaître. Je prends l'exemple juste de ma collègue, évidemment, Isabelle Thomas, qui travaille aussi, entre autres, sur ces enjeux-là, puis aussi d'autres dans le réseau. Oui, il y a du travail qui a été fait, je pense, avec plusieurs MRC qui ont été affectés par les inondations, à la fois sur les appels à projets, je pense, du premier appel à projet là-dessus, puis aussi des programmes de bourse qu'on avait donnés, d'ailleurs, au premier et deuxième programme de bourse qui couvrent ces enjeux-là d'atténuation. D'ailleurs, ceux qui veulent une copie de la présentation PowerPoint, bien que je le répète, ce que j'ai écrit dans le chat, c'est-à-dire le webinaire est enregistré et va être disponible dans les quelques prochains jours. Puis on peut aller voir sur le site web d'Ouranos dans quelques jours pour pouvoir avoir accès aux liens, là, pour pouvoir consulter les slides que tu as présentés. Mais si les gens veulent avoir accès à la présentation aussi, je comprends que Philippe, tu étais d'accord à donner une version PDF de ta présentation. Vous avez juste à écrire votre courrier électronique dans la boîte chat ou à Anne de Brabander, là, ou directement à Philippe, à toi, si tu veux. Il y avait une question que je trouvais très intéressante de Mme Mertz, là, qui parlait de à quel point le risque va-t-il s'investir face aux impacts sur la population, c'est-à-dire pour vulgariser les connaissances, etc. Ou est-ce que le risque va faire des choses dans ce sens-là, ou est-ce qu'on va plutôt laisser la place au ministère ou aux autres acteurs pour faire cette vulgarisation-là, puis plutôt le risque, faire la recherche en amont pour pouvoir appuyer les efforts des ministères. En passant, je le dis, puis en même temps, hier après-midi, j'ai été un peu surpris d'écouter à la radio une annonce du gouvernement du Québec qui parlait d'inondations, de prévention, etc. Je veux dire, je pense que c'est la première fois depuis un an qu'il y en a En fait, c'est la première fois au cours de la dernière année qu'il y en a. Donc, en fait, je félicite le gouvernement de faire ce genre de publicité-là at large. Mais quel est le rôle du risque là, que tu anticipes? Est-ce que tu prévois que le risque va aller directement dans les médias pour intervenir, tenter de sensibiliser la population, ou plutôt laisser ça aux membres, aux partenaires?
Ça peut se faire de façon conjointe parce qu'il y a déjà des gens dans le réseau risque qui sont membres à la fois des organisations de santé, des directions de santé publique, par exemple, ou par l'exemple évidemment de ma collègue Yves Essard, qui est donc prof à l'Université d'UQAR, qui donne d'ailleurs des cours à l'école d'infirmière, évidemment, à l'UQAR, mais qui travaille aussi avec les SEALs, etc., dans le milieu, évidemment, sanitaire, et travaille, évidemment, notamment, parfois dans la phase d'intervention, mais surtout dans la phase de rétablissement, pour faire le suivi, notamment après coup. Elle a produit d'ailleurs un guide très intéressant, c'est le genre de choses aussi qui devraient être systématisées. Donc la réponse est, on ne peut pas se substituer, nous, les chercheurs universitaires, aux organisations sanitaires, qu'elles soient gouvernementales ou, je dirais, communautaires. Par contre, on peut aider. Et il y a déjà dans le réseau RIS des gens qui sont déjà impliqués dans ces aspects-là. Le rétablissement post-désastre, c'est un enjeu, on en a parlé, ça fait plusieurs fois qu'on le mentionne et aussi qu'on nous a mentionné ça, clairement, notamment en termes de suivi sur la santé mentale et dans le domaine psychosocial. C'est vrai, on le voit avec la pandémie en ce moment, c'est un domaine dans lequel on va continuer à faire ce qu'il faut aussi avec nos collègues dans le réseau de la santé pour faire en sorte que ça devienne de moins en moins un angle mort, parce que les conséquences sont majeures, à la fois directes et indirectes sur les familles, sur les personnes, sur leur capacité aussi à avoir une activité économique. Donc ça, c'est des enjeux auxquels il va falloir qu'on continue à adresser ou sur lesquels on doit travailler avec les autorités concernées. Il est exactement 11 heures. On a fait ça exactement dans les temps. Merci beaucoup, Philippe. Merci à tout le monde pour votre participation et à la prochaine. Merci, faites attention à vous. Merci encore, Alain, pour l'invitation.